Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. On va examiner le cerveau du regretté hockeyeur Claude Lemieux, qui sera donné au Centre de recherche sur l'encéphalopathie, traumatique chronique, ce qu'on appelle le ETC, l'Université de Boston. C'est sa famille qui a annoncé ça sur les réseaux sociaux. On en profite pour inviter Dave Ellenberg, qui est neuropsychologue, clinicien spécialisé dans le domaine des commotions cérébrales. Dave, bonjour. Oui, bonjour. Ton livre remonte à quand? Oui, en fait, on a fait quelques livres. Le premier remonte à 2013, qui était vraiment un recueil de la science, l'état de la science sur les commotions cérébrales. Ça, c'était beaucoup pour les intervenants, les cliniciens, les coachs. Mais après ça, on a fait des choses pour les familles. Un livre qui est Tenir tête à la commotion cérébrale, donc on peut lire avec notre enfant. Et puis le dernier livre que j'ai sorti, c'était avec Diane Sauvé, la journaliste, qui est 10 personnalités qui nous parlent de leur expérience, des gens qui ont eu des commotions cérébrales. Heidi Hollinger, par exemple, comment s'en est sortie, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui l'a aidé. Donc, vraiment, pour sensibiliser le public. Bon, merci de l'avoir envoyé, ce livre-là, Dave, sacramouille. Non, mais moi, quand j'ai lu ton premier livre, là, vraiment, je pense que ça a eu beaucoup d'impact. Hein? Ça a choqué, dans le bon sens, là, des il y a des mouvements. Ça l'a brassé, je crois, puis ça l'a ouvert des portes. Ouais. Alors, le ETC, là, je vais te laisser le dire. L'encéphalopathie traumatique chronique, oui. Merci. Donnez un grippin à M. Ellenberg. Là, on le voit, là. Claude Lemieux. Ouais. Puis je veux pas spéculer, là, parce que, tu sais, par respect pour la famille, mais est-ce que tu as été étonné d'apprendre la nouvelle? En fait, il faut faire attention. Puis je pense que la famille, dans leur choix de travailler avec l'équipe de Boston, c'est un bon choix. L'équipe de Boston a une très grande réputation, tant par rapport au respect dans leur démarche et aussi à leur rigueur scientifique. Donc, faut dire que c'est une condition qu'on peut seulement diagnostiquer après le décès. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, ils vont voir s'il y a des marqueurs dans le cerveau qu'on peut juste voir à l'autopsie, qu'on peut pas voir malheureusement encore avec des scans, de certains dépôts de protéines. Une protéine qui s'appelle Tau, entre autres, donc TAU, qu'on retrouve, oui, dans le cerveau de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, mais aussi dans le cerveau de personnes qui ont eu des chocs, des coups à répétition, entre autres comme des athlètes. On va retrouver aussi comme un amincissement de certaines structures cérébrales, le cortex, la partie supérieure du cerveau qui nous aide à penser, à faire des liens, à être logique. Donc, on voit une diminution, un rétrécissement, puis un élargissement des espaces à l'intérieur du cerveau qui s'appellent les ventricules. Mais ce qui est intéressant de l'encéphalopathie traumatique chronique, intéressant dans le sens qui nous donne des repères pour l'identifier, c'est que, évidemment, ils ont vu, le groupe de Boston, plusieurs cerveaux. Ils ont documenté l'histoire de vie des gens avant qu'ils se suicident. Parce que oui, la plupart des gens, des athlètes pour lesquels ils ont eu des cerveaux, ils les ont obtenus à la suite d'un suicide qui était souvent impulsif. Et pourquoi impulsif? Oui. Oui. Alors, OK. On va revenir là-dessus. Ouais. Ben, pourquoi l'impulsivité là-dedans? C'est que c'est pas nécessairement réfléchi. Ça se pourrait que Claude Lemieux, quand il a porté le flambeau à l'ouverture du match, ça se peut qu'il pensait même pas au suicide. Et on voit cela souvent, c'est des gens où, et ça, c'est si, bien sûr, qu'il a l'encéphalopathie traumatique chronique, parce que ça va être confirmé par l'autopsie. Peut-être que c'est pas ça non plus. Puis je pense qu'il va falloir laisser l'équipe faire sa job. Mais donc, c'est des gens qui ont des grands troubles cognitifs. On dit pas juste des petites pertes de mémoire, là, ou qui sont de la confusion, des orientations, des troubles au niveau de la motricité, problèmes d'équilibre, problèmes moteurs, mais surtout des grands changements. Ce qui est le gros marqueur de l'encéphalopathie, cette encéphalopathie-là, c'est des changements de personnalité. Des gens qui deviennent agressifs, qui deviennent prompts, sautent d'humeur. Et les gens disent autour, on leur connaît plus. Et donc, des fois, ils ont vraiment la mèche courte. Et les suicides, la plupart des suicides qui sont survenus, c'est des gens qui ont pété leur coche à la suite d'un événement. Et là, ils en peuvent plus, un trop-plein. Et voilà ce qui se passe. Parce que on se dit, là, il a été ovationné au Centre Bell par 20 000 plus personnes. Ça devait être une charge émotive extraordinaire. Il retourne son magasin de meubles, Claude Lemieux. Là, on le retrouve sans vie. Et on a vu aussi, Dave, t'as suivi la série du Canadien, là, les derniers matchs. Avec mes jeunes garçons, oui.
Ah oui, hein? Ah oui, est-ce qu'il joue au hockey? Non, il joue soccer. Mais soccer aussi, c'est... Absolument. Mais on encadre, on soutient, on garde un œil, mais absolument. Mais je pense que les parents sont beaucoup plus sensibilisés, puis je le vois. Quand oui. Ils sont rendus à quel âge? 7 et 9. OK. Là, on a... t'as suivi la série comme tout le monde. On va sortir des images, Sébastien, là, de coups à la tête qu'on a vus lors des matchs du Canadien. Puis là, c'est Slafkovský au milieu. Ça, pour toi, c'est une commotion cérébrale, là, c'est clair, là. Ben, c'est clair. Je dirais jamais c'est une commotion, c'est clair, là. Mais on se comprend que c'est un impact qui a tout pour pouvoir causer une commotion cérébrale. Le voir sonner sur la glace, hein, il me semble que quand tu vois ça, l'arbitre n'a rien appelé. L'arbitre est là, les doigts dans le nez. Est-ce que l'as-tu vu ça en direct? Écoute, moi, on en parle beaucoup, on en parle depuis plus d'une vingtaine d'années des commotions cérébrales, encore plus, en effet, depuis 2013, depuis le livre. Mais malheureusement, depuis Sidney Crosby aussi, je pense que ça a eu un grand impact. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on recule. Quand je vois des images comme celle-là, oui, on se questionne sur ce que je comprends. Puis évidemment, je suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je comprends des protocoles de la Ligue nationale, c'est qu'il y a une très grande discrétion qui est, on voit l'expression sur le visage, une très grande discrétion qui est laissée aux équipes, qui est laissée au personnel qui encadre cela. Mais là, mais les arbitres, là, t'en as-tu d'autres, Sébastien? En même temps, c'est pas la... Mais là, on le voit moins, là. Là, c'est William Carrier qui sonne Lane Hudson avec un coup, mais directement à la tête. Absolument. Et sauf erreur, il n'y a pas eu de pénalité à ça. Mais comment se fait que les arbitres sont pas sensibilisés, Dave, après le film, le scandale, le Concussion? On parlait, il y a quelques années, d'avoir des spotters, donc des gens, des experts qui visionnent en temps réel les matchs pour signaler cela. Est-ce qu'on en a? Évidemment, à l'époque, on parlait de gens qui seraient pas des professionnels de la santé. Moi, ce que je crois, c'est qu'on doit avoir des vrais spotters pour chaque match, des professionnels de la santé. Donc, pas des arbitres nécessairement qui retirent du match, mais des gens qui ont la responsabilité médicale pour signaler et dire là, celui-là, on le retire. Et c'est ça que je souhaite. Ouais. Là, on a un autre. Ça, c'est un autre coup à la tête. Oui, ça, c'est Joe Veleno qui reçoit un coup à la tête. Regarde ça, il se prend la tête. Puis encore une fois, sauf erreur par les Sables de Buffalo. C'est le coude qui vient lui remonter carrément le menton. Vélocité. Ça, c'est l'autre chose. Avec le patin et la vitesse, qui est quelque chose qu'on voit pas nécessairement au soccer ou encore moins au football. Ça veut dire quoi, haute vélocité? Très rapide. Avec le patin sur la glace, la vitesse joue un rôle aussi avec la force de l'impact. Comment tu calcules ça? La vitesse et l'impact? Ouais, c'est une force G, donc c'est la force de la gravité. Nous, on sent toujours, ce qui fait qu'on flotte pas, là, une force G de 1. Mais par exemple, quand quelqu'un fait une tête au soccer, on a une force G d'environ 40, 50, et le seuil pour avoir une commotion cérébrale, c'est autour de 60 à 80. Ça, c'est la force d'impact, là, par exemple, d'une voiture qui rentre dans un mur de briques à environ 40 km/h. OK. Donc, le choc est comparable à cela. Ouais. C'est pas banal. À cause de la vitesse. À cause de la vitesse, tout à fait. Est-ce que tu as l'impression, puis là, je vais à la pêche, là, Dave, mais qu'il y a des joueurs qui ont joué avec une commotion cérébrale? Mais malheureusement, je le vois ça, mais même pas à un niveau professionnel. Ah oui. Je le vois chez des jeunes qui font partie de l'élite sportive, qui ont ces buts-là, qui ont ces objectifs-là et qui nous consultent à la clinique. Ils ont 15, 16, 17 ans, 18 ans et qu'ils ont encaissé de nombreuses commotions cérébrales. Ce que des études de l'autre... de quoi quand ils arrivent à ta clinique? Ben, c'est quand ils viennent sont en souffrance. Ils viennent pas par plaisir ou parce qu'ils se questionnent ou qu'ils veulent apprendre à comprendre leur cerveau. Ils viennent parce qu'ils en peuvent plus. Ils ont trop attendu, justement. Ils ont joué avec des commotions cérébrales. Une étude vraiment intéressante de mon laboratoire par William Archambault a indiqué, malheureusement, que plus qu'on a de commotions cérébrales, moins qu'on les déclare. On parle beaucoup grâce à toi, Benoît, depuis des années que tu t'intéresses aux commotions cérébrales. Donc, les gens sont sensibilisés. Quand ils ont une première commotion cérébrale, ils disent « Hey, il faut que je le déclare, il faut que je leur dise. » Donc, ils font attention, ils font tout ce qu'il faut. 2-3 semaines plus tard,
Tout va bien. C'est ça qu'on veut. Mais là, avec le recul, ils se disent, quand ils en ont une deuxième puis une troisième, ils se disent, ça s'est tellement bien passé. Peut-être on a fait un trop grand plat avec ça. Et donc, ils ne rapportent plus leur deuxième commotion, leur troisième. Ils jouent avec les symptômes. Mais c'est là que ça devient grave. C'est pas la première qui est grave. C'est l'accumulation et de pas prendre en charge les commotions subséquentes. Tu me parlais de changer la culture du sport. Absolument. Ça veut dire quoi, concrètement? Ben c'est ça. Culture du sport, premièrement, de le dire quand on a une commotion cérébrale, parce que les études maintenant indiquent en fait que les athlètes, même les jeunes, les plus vieux, les professionnels, savent c'est quoi une commotion cérébrale, connaissent les symptômes et ils pourraient quasiment en diagnostiquer une. Hein, pas trop loin d'eux. Donc, ils sont très éduqués, ils sont très sensibilisés. Mais là, la culture demeure à on le cache, on le dit pas, on veut jouer. Hey, c'est fou, on pense aux cheerleaders. Mais cheerleading, c'est un sport qui est à très haut risque de commotion cérébrale. Et en fait, toute l'équipe dépend de chaque individu. La plupart des athlètes sont assez irremplaçables dans ce sport-là. Donc là, on a un gros sport où que vraiment une omerta, on n'en parle carrément pas parce qu'on sait que l'équipe pourra pas aller en compétition. Et tu veux pas abandonner tes collègues. Tu veux pas abandonner tes collègues, puis tu veux pas que tout le monde soit fâché contre toi. Mais la même chose pour le joueur de hockey qui sait qu'il joue un rôle important. Puis ça, c'est un autre facteur qui va faire en sorte que les gens vont moins divulguer. C'est leur place dans l'équipe et leur rôle dans l'équipe. Quand tu parles de souffrance, là, quand ils viennent te voir, ça ressemble à quoi, ces souffrances-là? Oui, premièrement, il y a les symptômes physiques. Souvent, c'est des maux de tête. Ils ont tout le temps mal à la tête. C'est des jeunes qu'on voit, puis qui sont toujours là, puis les parents vont dire, ça fait 6 mois qu'ils prennent des Tylenol, des Advil à tous les jours. Hein, puis 6 mois? Ah oui, et plus. Et puis, donc, des maux de tête, fatigue, une baisse d'énergie. Tu sais, la batterie, tu sais, comme notre iPhone, quand il est chargé, là, puis il se vide après une demi-heure, là, mais eux, c'est ça leur batterie. Hein? C'est une batterie qui se vide rapidement. Il arrive quoi? Puis après cela, tu sais, leur journée, pour eux, elle est finie à 10-11 heures. Hein, après être allés sur les bancs d'école, ils ont plus d'énergie pour l'après-midi et ainsi de suite. Concentration. Après ça, on arrive dans les fonctions cognitives, mémoire. C'est sûr, quand tu es fatigué, quand tu dors mal, tu n'arrives pas à mémoriser, tu n'arrives pas à étudier, la concentration. Mais l'autre chose aussi qu'ils remarquent, c'est également au niveau de la personnalité. Ils sont plus prompts. Hein, pas autant que l'encéphalopathie traumatique chronique, ou sont soit plus tristes, plus anxieux. Puis c'est là que les parents sont alertés. C'est quand qu'ils voient plutôt que, que l'école est affectée, et 2, que la personnalité des jeunes change. Et là, les parents leur tordent le bras. Puis souvent, ce qui arrive à la clinique, là, la mère ou le père dit, mais je pense qu'il y a eu 2, peut-être 3 commotions cérébrales. Puis là, on jase en famille. Là. Puis là, finalement, il n'y en a pas eu 2, 3, il y en a eu 5, 6, que les parents ne savaient pas, ne connaissaient pas. À quel moment tu dis aux parents, là, vous retirez le jeune du sport, que ce soit, moi j'en ai un qui fait du jiu-jitsu, là, puis il est revenu un moment donné, il avait mal à la tête. Je lui ai dit, man, tu sais, ça a duré 2 jours. Là, je me dis, ça c'est pas bon signe. Il faut, tu sais, si ça se reproduit. C'est pas un retour qu'on s'attend, là. C'est une excellente question. Et puis, moi, j'ai une règle qui est environ une règle de 3. C'est-à-dire, après la 3e, même si la récupération, elle est bonne, là, éval en neuropsy. J'aimerais te voir en clinique, pour voir où t'en es rendu cognitivement. Ça, c'est une règle. L'autre règle, c'est quelqu'un qui prend plus que 3-4 semaines à se remettre de sa commotion cérébrale, ça nous dit qu'il y a une fragilité. Parce que normalement... Mais là, tu le retires. Oui. Faut que tu le retires. Pas juste retirer. On jase pour dire, peut-être faudrait que tu envisages pratiquer un sport avec moins de risques. Tu vas continuer à vivre, c'est sûr. Parce que si on le fait pas, puis on va se laisser là-dessus, David Lambert, il y a une question, il dit, un coup à la tête, est-ce que ça a des répercussions à long terme? Mais je poursuis la question, là. Si t'interviens pas, là, tu laisses aller 2, 3, 4, 5, 6, c'est quoi les conséquences? Ah non, faut absolument pas se rendre là. Faut pas se rendre là. Les conséquences, c'est des symptômes peut être aux prises. Les symptômes que j'ai décrits du jeune qui vient voir en clinique, là, des fois, c'est des années, des fois, c'est ta vie. Hein? Donc, généralement, aussitôt qu'après, tu sais, quand t'en as eu 3, là, repense à ta carrière, même si tu t'en remets bien, consulte, et aussitôt que tu as une commotion cérébrale qui te laisse avec des symptômes qui durent plus que 3-4 semaines, consulte. Évidemment, ton médecin, et après cela,
en neuropsychologie pour voir c'est quoi les risques des commotions suivantes. Puis pour moi, c'est essentiel. Comprendre son cerveau, ça change tout. Mais t'es condamné. Moi, je me souviens d'un jeune qui venait à la maison, 26 ans, il avait joué au football, des migraines, il en perdait des bouts, il avait de la misère à suivre des conversations. 26 ans, un bon gars. C'est quoi les conséquences à long terme? Ben, les conséquences à long terme, moi, j'ai vu des jeunes papas qui disent, c'est moi, quand mes enfants font trop de bruit, quand ça brasse trop, faut que j'aille m'isoler ou faut que je leur dise toujours d'arrêter. Je peux pas jouer avec eux. Ça l'affecte la vie. 30 ans, 40 ans. On parle de ce jeune comme ça, c'est fou au niveau familial. Puis après cela, des études suggèrent que le cerveau vieillit plus rapidement. On a une réserve cognitive, ce qui nous permet de bien vieillir, de vieillir en santé, mais les études indiquent que le cerveau qui a accumulé 3 commotions cérébrales ou plus, c'est pour ça que mon chiffre 3 est important pour moi, là, vieillit plus rapidement. Dave Ellenberg, neuropsychologue clinicien, qui s'occupe, comme vous le constatez, des commotions cérébrales. Tu as une clinique, hein? Oui, clinique, mais aussi je m'intéresse, moi, à la santé du cerveau. Donc, si les gens veulent en connaître plus, maintenant, je suis sur Instagram avec des vidéos de vulgarisation sur tout ce qui touche le cerveau, santé du cerveau. C'est Dr. Dave, neuropsychologue ou neuropsy. Et puis, régulièrement, tous les semaines, on parle de vieillissement, de TDAH, de comment optimiser les capacités de son cerveau. Bon, après Dr. Phil, Dr. Dave, Dave Ellenberg, toujours un plaisir. Merci, Dave. Merci à toi.